l'intelligence artificielle va avoir sur les différents champs de notre société, la santé, l'éducation, le militaire, la culture, voir ce que pensent nos deux protagonistes. Volontairement, on a pris des gens qui sont diamétralement opposés sur plein de sujets, et je pense qu'on va s'en apercevoir dans les prochaines minutes. Si je dois présenter un petit peu nos invités, alors tout d'abord, donc Laurent Alexandre, qui a écrit l'excellent livre La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, qui est pour moi un des meilleurs livres sur le sujet. C'est un livre qui ne donne pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas qui fait se poser toutes les questions. Et ça a déjà ce mérite-là, et c'est juste exceptionnel. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, ça fait avancer la réflexion, et c'est le principal. C'est un peu comme une œuvre d'art, ça ne laisse pas indifférent quoi qu'il arrive, donc le résultat est largement atteint. Laurent Alexandre, c'est le fondateur de Doctissimo. Alors, ça remonte un petit peu maintenant quand on parle de Doctissimo. C'est un ancien HEC, un ancien ENARC. Je crois qu'il a fait les plus belles formations que peut offrir la France aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant qu'il a la foi dans l'éducation en France telle qu'elle est actuellement. Donc, on l'entendra également là-dessus. Et donc, voilà, c'est une chance incroyable de t'avoir. On est vraiment très heureux. On se sent vraiment honoré par ta présence aujourd'hui. Et après la santé qui s'est tournée vers la tech avec le docteur Laurent Alexandre, on a l'autre versant, la tech qui s'est tournée vers la santé, donc avec Thomas Serval, entrepreneur de renom, notamment président et directeur général de Barracoda Group, qui développe des applications dans le cadre de la santé. Alors, on a aussi un très beau CV, diplômé de l'École normale supérieure, de l'ENSAE, titulaire d'un doctorat sur l'économie de l'Internet, membre de l'Académie des technologies, ancien cadre dirigeant de Google et de Microsoft. Et on tenait à dire aussi que Thomas avait une connaissance extrêmement pointue du domaine public, puisqu'il conseille tous les gouvernements depuis une vingtaine d'années sur les sujets liés à la technologie et en ce moment à l'intelligence artificielle, et qu'il est même colonel de réserve sur les sujets de cybersécurité. Et l'auteur de Soignons les gens en bonne santé aux éditions L'Aube. Donc voilà, qu'on remettra à tous les participants qui sont présents aujourd'hui. Et quelque chose aussi d'assez fascinant, donc qu'on n'a pas mentionné, c'est que Thomas Serval, c'est le premier prix du CES de Las Vegas depuis, ça existe, ou depuis 4 ans, 5 ans, depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est un inventeur exceptionnel, comme il y en a peu en France. Il a créé, ça vous le connaissez tous, la brosse à dents connectée Colibri, qui est maintenant, je crois, sous licence avec Colgate-Palmolive, j'essaie de pas trahir de secret, et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Donc, si vous avez une brosse à dents connectée, c'est à ce monsieur qu'on le doit notamment. Donc, des invités prestigieux, de renom, pour parler de ce qui est en train de bouleverser notre vie, donc l'intelligence artificielle. La première question. Première question F, c'est parti, on lance le débat. Alors, donc évidemment, on va vous parler des grands défis, des risques liés à l'intelligence artificielle, mais on avait une première question, on va dire une petite note positive sur un sujet professionnel, puisqu'on se trouve ici sur LinkedIn, un sujet plus business. Donc notre question, elle a trait aux opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans le domaine de l'entreprise, que ce soit dans la création de valeur ou dans la productivité. Est-ce que vous-même l'utilisez à ces fins et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire d'un point de vue de la productivité? Peut-être Laurent. Alors moi, je suis un grand optimiste et je crois que la première conséquence de la révolution autour de l'intelligence artificielle, ça va être le retour de la croissance. On va rentrer dans un monde certes très complexe, instable technologiquement, mais un monde d'hypercroissance, un monde hyperscientifique, un monde hypertechnologique. Donc il va falloir changer de logiciel. La gauche française va devoir réapprendre le progrès et arrêter de nous emmerder avec la décroissance, la croissance zéro. Une croissance verte, une hypercroissance verte va être rendue possible par l'intelligence artificielle. En tout cas, l'intelligence artificielle va nous donner des clés pour résoudre un nombre important de questions. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés dans l'entreprise. D'ailleurs, c'est ce que je développe beaucoup dans la guerre des intelligences. La formation, l'adaptation de l'ensemble des salariés à la nouvelle donne ne va pas être simple. Je suis convaincu qu'il va falloir transformer radicalement l'entreprise. Je pense qu'il faut créer dans les entreprises des Chief Cognitive Officers qui réunissent la DRH et puis la direction informatique, car ce serait un anachronisme de gérer différemment les cerveaux artificiels et les cerveaux humains. Si l'on veut qu'il y ait une complémentarité maximum entre les hommes et l'intelligence artificielle, il faut réunir la gestion des cerveaux artificiels et des cerveaux humains. Ce ne sera pas simple. Faire galoper tout le monde au rythme de l'intelligence artificielle ne va pas être une chose facile. Certaines études montrent que l'intelligence artificielle générative a plutôt tendance à augmenter
les écarts de performance entre les gens les plus innovants et les gens les moins innovants dans l'entreprise. Il va y avoir une redéfinition de la place de chacun. Et puis, on va avoir plein de surprises. Le 29 novembre 2022, ce que fait GPT-4 en médecine aujourd'hui, je ne pensais pas que ce soit envisageable avant 2040. Et pourtant, je suis le sujet de l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. Je n'imaginais pas cela possible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT à partir du 30 au soir, quand est sorti GPT 3.5. Il y a un an, si on m'avait dit qu'aujourd'hui, une infirmière avec GPT-4 me dépasse en qualité de diagnostic, je ne l'aurais pas cru. Je ne pensais pas que c'était possible. Pourtant, c'est la réalité. J'ai beau avoir fait 11 ans de médecine et me former tous les jours depuis le début de ma carrière médicale et de faire beaucoup d'efforts pour être up to date en médecine. Aujourd'hui, un dossier médical avec une infirmière pour rentrer les données dans GPT-4, eh bien, ça me dépasse. On va avoir des bouleversements dans les hiérarchies, dans l'organisation des entreprises, parfois des vexations. Je connais des gens qui sont bouleversés que GPT-4 fasse en quelques instants ce qu'ils font en 2 jours et dans n'importe quelle langue du monde. Donc, on va avoir plein de choses à gérer, des bouleversements, des transformations. La formation ne va pas être simple parce que le problème n'est pas de former les cadres à GPT-4. Il va falloir les former à GPT-5, à GPT-6, et puis peut-être que Gemini va être meilleur que GPT-4 dans les mois qui viennent, GPT-4V, etc. Donc, on a dans l'entreprise une perspective qui est le fait de faire des choses extraordinaires, car l'aventure humaine ne fait que commencer et l'intelligence artificielle va accélérer l'aventure humaine. Mais en même temps, ça va beaucoup secouer. Il y a des gens qui vont avoir du mal à suivre. Il y a des gens dont la tâche va être mieux faite par GPT X que par eux, et de les amener à être complémentaires à l'intelligence artificielle du futur va nécessiter un effort de formation absolument considérable, va nécessiter beaucoup d'énergie dans l'entreprise, et il faut s'y préparer tout de suite, qu'il s'agisse du monde de la santé, de l'hôpital, de l'État, de l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord avec Nick Bostrom, qui récemment s'est lamenté, qui a dit ça fait 30 ans qu'il est évident que l'intelligence artificielle va galoper. Ça fait 30 ans qu'on ne s'y prépare pas. On n'a préparé aucune institution au choc de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous y sommes et la préparation est très lente. Dans l'appareil d'État, il n'y a que 2 ministres qui savent se servir de ChatGPT. Euh, 2, 2. Dans l'administration de l'éducation nationale, personne ne travaille sur ce sujet. Au ministère de la Santé, personne ne prépare ce monde où l'IA va vraiment challenger les médecins. Donc on a plein de boulot, mais je suis optimiste. Si nous arrêtons de glander, si nous arrêtons de prendre du retard, si nous prenons en main tous ces enjeux, je pense que l'intelligence artificielle va créer une société meilleure, malgré le fait qu'on va être beaucoup, beaucoup bousculé. Il y a plein de domaines qui ont été. Je vais essayer de répondre d'abord à l'entreprise, mais peut-être parce que c'est important pour les entreprises. Ah. Le terme ChatGPT montre effectivement le caractère exceptionnel de la croissance exceptionnelle, de la création d'une marque en quelques semaines, comme ça s'est jamais fait d'ailleurs, alors que le nom ChatGPT est totalement ridicule pour un Français qui ne parle pas anglais, personne n'en rit. Tout le monde en parle comme presque un totem. Et donc en fait, première chose, ChatGPT, c'est juste l'émanation d'un des éléments d'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui offre beaucoup d'avantages, qui permet de faire beaucoup de choses, je vais revenir dessus, mais qui ne représente pas tous les progrès de l'intelligence artificielle qui ont subi une longue évolution. Il faut savoir par exemple que les modèles de langage existaient depuis longtemps, au moins 3-4 ans, dans les labos de Facebook, de Google, etc., qui n'ont pas osé les sortir pour une raison qui est légitime, c'est que c'est pas des outils qui disent la vérité. Or, tout scientifique est un amoureux et éperdu de la vérité et par définition, ces modèles de langage, donnent une vérité statistique, pas une vérité. Et donc quelque part, il faut faire attention à pas
assigné ChatGPT 3 à 4 et les versions je veux dire, avec tous les champs de l'intelligence artificielle, certains pouvant trouver des vérités, pouvant donner des vérités qui permettent de construire de la science, des choses comme ça, d'autres pouvant parler, qui sont des fonctions différentes. Donc, pour revenir un petit peu sur l'origine, sur l'entreprise et les opportunités d'intelligence artificielle, je voudrais plutôt généraliser et pas justement ChatGPT parce que là, on a une sorte de bulle médiatique autour de GPT, mais GPT, enfin, ces modèles de langage, on va appeler ça LLM, large language model, sont que vraiment une branche en pleine effervescence aujourd'hui, mais d'une progression ininterrompue de trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'informatisation de la société. Hein, ça fait 40 ans qu'on achète des machines, des ordinateurs individuels, portables. La deuxième tendance, c'était la connexion de ces mêmes machines avec le début de l'internet et il y a des analogies amusantes quand on regarde, ChatGPT et pour, des vétérans d'internet, comme tous les 2. Il faut voir que les promesses de ChatGPT sont des choses qu'on a entendues et un narratif qu'on a entendu avec l'arrivée de l'internet sur les menaces sur les entreprises, les opportunités pour les entreprises et cetera. Donc c'est une discussion technologique. Deuxième phénomène, la connexion de ces mêmes machines. Et effectivement, depuis 10 ans, on a constitué ce qu'on appelle des data lakes, des bases de données. Les entreprises qui l'ont fait ont créé les fondations qui permettent à des instruments comme ChatGPT, que je vais vraiment qualifier d'outils comme d'autres, de prendre leur envol, de leur permettre de se différencier sur des gains de productivité. Et il faut effectivement se rendre compte qu'il y a plusieurs types d'entreprises, plusieurs types d'activités, et que seules les entreprises qui ont créé les fondations suffisamment solides autour de ça, vont en tirer un bénéfice maximal. Et c'est effectivement, ça va créer des opportunités schumpeteriennes pour une certaine nombre de personnes de disrupter des marchés, d'ouvrir de nouveaux marchés. Donc ces outils de l'informatisation, la gamme de productivité, ils sont pas nouveaux. Effectivement, on avait des modèles très simples. Ce qu'il faut savoir que pour utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre d'une entreprise depuis 10 ans pour nous, c'est que 90% des problèmes d'intelligence artificielle se règlent avec ce qu'on appelle bêtement une régression logistique. Hein, donc, c'est connu depuis longtemps. Vous tracez une droite de points et vous pouvez prédire quel va être le point d'après. Donc effectivement, et ça permet de décider s'il faut de la droite à la gauche, de faire un certain nombre de choses. Et l'essentiel des problèmes que rencontrent les entreprises, en général, en tout cas pour les problématiques dans lesquelles ils utilisent l'informatique depuis longtemps, des problèmes relativement simples au niveau informatique, qui manquait de la puissance de calcul et quelques outils. Et l'intelligence artificielle, c'est étendu, une sorte d'extension en fait, de toute l'analyse prédictive, l'analyse statistique qui existe depuis des années. Donc, un pan d'entreprise qui est lié à la productivité, au gain de productivité lié à la data, était déjà en pleine révolution. ChatGPT ne change rien à cette révolution, il ne l'accélère pas, il ne la ralentit pas, la révolution est toujours en cours et va continuer à être en cours sous la réserve que les 2 précédents, c'est-à-dire que vous avez des machines, de la data des connectées avec de la data qui s'accumule et qui est proprement, nettoyée. Après, qu'est-ce qui est nouveau avec ChatGPT pour la productivité de l'entreprise? Non pas la capacité de prédire, mais la capacité de produire. Produire de la donnée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'osait pas faire à des machines, de peur d'avoir des données qui n'étaient pas suffisamment précises. Alors nous, on l'utilisait dans nos produits en faisant en sorte que on utilisait un outil qui prédisait où est-ce que la brosse à dents était dans la bouche. Et donc ce résultat a servi de data ou de base de données pour après construire un outil plus compliqué pour savoir si on se brossait bien les dents. Parce qu'en fait, c'est une étape supplémentaire. En fait, il y a pour les entreprises qui ont mené à bien cette révolution, il y a une sorte d'amélioration exponentielle et que l'intelligence artificielle, pas nécessairement générative, mais déductive ou en prédictive, hein, nourrissait d'autres modèles et donc quelque part, on a un effet d'hystérésis. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas la base de données précédente de créer la génération d'après. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis 5 à 10 ans, qui fait qu'effectivement, quand vous êtes un Google ou que vous avez un outil d'Apple ou des choses comme ça, très difficile de rentrer sur le marché parce que c'est tous les utilisateurs qui ont nourri votre modèle. C'est pas du tout du génératif. C'est généré par les utilisateurs et donc souvent dans l'intelligence artificielle et dans les modèles classiques d'intelligence artificielle, on a des choses comme ça. Après, on a effectivement la partie générative. Générative, elle a fait un truc absolument exceptionnel, c'est qu'elle a donné l'impression à l'être humain qu'il y avait une personne qui lui parlait. Ça, c'est un saut presque politique, cognitif et cetera.
donner l'impression d'avoir une personne en face de soi. C'est le fameux test de Turing pour savoir si un ordinateur devient vivant, est-ce qu'il est capable de faire en sorte qu'il n'est pas un ordinateur? Et cette illusion qu'on a eue avec l'intelligence GPT, c'était un bouleversement, je pense cognitif et donc ce bouleversement cognitif, il ouvre plein de questions, plein de choses. Il faut toujours se rappeler, si on regarde ce que fait un modèle, de langage, large, c'est qu'il ne donne qu'une vérité statistique. C'est-à-dire qu'en fait, il donne, heu, une une prédiction de ce que vous voulez entendre. Ça, c'est extraordinairement intéressant. C'est ce que font les humains parfois pour faire plaisir. Je vais vous dire ce que vous avez entendu. Vous avez aimé votre livre? «Oh oui, il est excellent». Bah, en fait, d'une certaine manière, la manière dont ces outils sont créés, ils ne sont pas liés à dire la vérité, ils sont liés à faire en sorte que la vérité probable sorte. Parfois, c'est la vérité, parfois ça l'est et parfois des vérités cachées, justement, bah, sont justement tues par la statistique. C'est effectivement des événements qui ont une probabilité 0 sont la vérité. Qui allait prédire qu'il allait avoir un attentat au World Trade Center? La probabilité est 0, ChatGPT ne l'aurait jamais prédit. Il ne peut pas le prédire tel que le modèle existe. Alors, qu'est-ce que ça change ça? Ça permet de faire 2-3 choses un peu nouvelles. 1, toutes les tâches qui sont faites par des humains qui consistent à avoir de l'empathie, à discuter, à répondre au téléphone, à être très humain, eh bien, on peut les remplacer, en partie en tout cas, par des machines. Autre chose que ça change, donc ça permet de créer des choses. Donc si vous ne vous souciez pas de la vérité, les métiers créatifs se retrouvent disruptés, mais pas nécessairement en disant on va remplacer les créateurs. C'est plutôt une sorte d'effet de levier, comme le levier qui sert à soulever une plus grande pierre. Au lieu de faire une création, on peut en faire 100 avec le même effort. Et donc quelque part, cette capacité de créer de nouvelles choses, ça ouvre de nouveaux marchés, de nouvelles disruptions, et les métiers créatifs vont se faire disrupter, se font disrupter, pas nécessairement pour disparaître, mais plutôt pour évoluer, et c'est là où on a peut-être une différence d'appréciation, c'est plutôt une évolution. Et donc moi, ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a une sorte de longue continuité dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de disruption majeure, mais de nouvelles fonctions qui arrivent peu à peu. Les êtres humains vont s'adapter à les utiliser. Les entreprises qui savent s'adapter vont évoluer et gagner des parts de marché. Donc il y aura de la croissance pour celles-ci. J'ai du mal à être encore convaincu qu'il y aura autant de croissance parce qu'il ne faut jamais oublier que pour faire de la croissance, en général, il faut du capital et du travail. Enfin, même si le besoin en travail, avec le progrès technique, va être diminué par l'effet de levier obtenu par ChatGPT, il faudra s'assurer que le capital soit relativement bien réparti pour que, justement, l'argent soit suffisamment disponible pour permettre d'entraîner des modèles fondationnels. Et donc cet argent, qui est quand même exponentiellement nécessaire pour faire de l'intelligence artificielle générative, il n'est pas clair qu'il soit diffusé suffisamment auprès de toutes les populations pour que cette croissance qu'on peut espérer de nos voeux soit macroéconomiquement parlant. Je ne parle pas au niveau micro. Hein. Si je m'appelle Google et que j'ai 1 milliard, je peux le dépenser. Mais au niveau macro, est-ce qu'il y aura assez de capital disponible pour résoudre assez de problèmes importants pour que dans une économie ouverte, il y ait une capacité de faire de la croissance? Je suis plutôt positif, mais pas de la croissance exponentielle. Tu parles de croissance, je vais vous donner la parole immédiatement. Vous parlez de gilet jaunisation de la société liée à l'émergence de l'IA dans certains de vos ouvrages. Vous reprenez même les termes de Yuval Harari sur les dieux et les inutiles. Non, pour souligner qu'il faut éviter ce cauchemar politique. Bien sûr. Hein. Et voilà, on voulait également vous entendre là-dessus sur cet aspect économique. Mes propos ont été massivement, lors de mon débat, de ma discussion sur ce sujet avec le grand rabbin Haïm Korchia à l'école polytechnique, on a déformé mes propos. Alors que je disais avec le grand rabbin, nous devons lutter contre le cauchemar politique de Harari. On a inversé ma phrase. L'extrême droite a coupé la phrase de ma discussion avec Harari et me fait dire il faut multiplier les gilets jaunes, ce qui était le contraire de ce que j'avais dit. Alors oui, moi là-dessus, ce qui me fait peur sur le débat, c'est que la super élite intellectuelle dont Thomas Serval est le représentant là, sous-estime l'impact pour les classes moyennes de l'IA générative. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit sur le fond, mais la réalité, c'est que l'IA fait très vite une bonne partie des tâches cognitives que les travailleurs moyennement qualifiés font dans une entreprise. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce choc.
Je vous disais tout à l'heure, et c'est une réalité, qu'une infirmière avec GPT-4 fait mieux un diagnostic que moi. C'est un choc pour les travailleurs. Et même pour les travailleurs relativement qualifiés. Une étude réalisée et dont le Wall Street Journal a fait un résumé très intéressant il y a 3 semaines parmi les étudiants du MBA de Wharton montre que GPT-4 génère plus d'idées originales, d'idées marketing nouvelles, d'idées stratégiques intéressantes que les étudiants du MBA, qui est l'un des 3 ou 4 meilleurs MBA au monde selon les années. Donc le choc de la capacité des IA génératives, même si théoriquement les IA génératives sont connes, même si théoriquement les IA génératives ne font que prédire le mot suivant, en réalité, et pour des questions débattues, notamment entre Harvard, le MIT, Stanford, et il n'y a pas de consensus là-dessus, qui sont peut-être liées à des emerging capabilities, mais ce n'est pas sûr du tout, qui sont peut-être liées au fait que le cerveau humain n'est qu'une machine à prédire le mot suivant. La réalité, c'est que le modèle des LLM est très con, mais que les LLM font des prodiges. Les LLM prédisent pas si mal, même si tout ce qu'a dit Thomas Serval est vrai, les LLM et l'IA générative produisent des choses incroyables, et dans des tas de domaines, l'IA générative produit beaucoup mieux que nous, et de surcroît en émettant moins de CO2, puisqu'une étude que je vous invite à voir du MIT de la semaine dernière montre que les IA génératives, GPT-4, DALL-E et Midjourney, émettent entre 100 et 3900 fois moins de CO2 que nous pour une même tâche cognitive. Donc, il ne faut pas sous-estimer le choc des IA génératives. Elles ont des performances supérieures à ce qu'on imaginait. Les LLM maîtrisent très très bien le langage humain et le comprennent très bien, et de mieux en mieux de semaine en semaine. Et d'ailleurs, il y a des tas de travaux très très intéressants, notamment réalisés par Anthropic il y a quelques jours, sur la compréhension de la superposition des neurones artificielle dans les différentes tâches cognitives, qui est sur le fil Twitter d'Anthropic, et qui est un truc absolument remarquable. Donc oui, tout ce qu'a dit Thomas est vrai. Les IA génératives, a priori, c'est un mécanisme bête comme chou, c'est pas très performant, mais dans la réalité, ça nous challenge énormément dans des tâches cognitives que l'on pensait inattaquables. Alors le fait qu'il y ait des hallucinations, qu'il y ait plein de défauts au LLM, on est tous d'accord là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les classes moyennes vont être massivement challengées par les IA génératives, et que si on ne les aide pas, si on ne réfléchit pas à l'organisation de l'entreprise, à l'organisation de la formation continue, à l'organisation de la formation initiale, on va avoir de mauvaises surprises sociales. Parce que si moi, Bac+11, je suis massivement challengé par les IA génératives, même si les IA génératives n'ont pas le tampon FDA aujourd'hui, bien évidemment, je suis un peu inquiet pour les Bac+2 dans les années qui viennent, ce d'autant que le sujet n'est pas l'adaptation de la force de travail et la recherche de la complémentarité entre la force de travail et les IA d'aujourd'hui, mais avec les IA du futur. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on a un gentil continuum. Non, il n'y a pas de gentil continuum. Les réseaux de neurones de la génération 2011 ne me concurrencent pas en tant que chirurgien Bac+11. L'IA symbolique d'avant l'IA connexionniste ne me challenge pas en tant que chirurgien Bac+11. Les IA génératives me challengent massivement, et je suis très inquiet de l'adaptation, même si je suis globalement un optimiste, de l'adaptation de mon métier, de l'adaptation de l'hôpital, du système de santé aux IA génératives à un horizon de quelques années. Donc je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Thomas, je ne suis pas d'accord sur la conclusion. Le challenge social, il est considérable aujourd'hui. Alors peut-être 3 ou 4 éléments. Donc de toutes les manières, l'important c'est de débattre. Donc il y a 2-3 problèmes que mes amis de Google essaient de résoudre en ce moment. Donc ça fait longtemps qu'on se pose la question de est-ce qu'on doit les sortir ou pas, ces fameux moteurs. On avait décidé, quand je dis on, la plupart des labos, et c'est pour ça que c'est une start-up qui l'a fait. C'est parce que c'était pas possible. Tu me permets de juste dire, tu vois, les 8 auteurs du papier fondateur sur l'architecture Transformer, qui a été inventé par Google, ont tous quitté Google, et Google n'a pas essayé de les retenir parce que Google, justement, ne voulait pas développer l'architecture Transformer. Alors,
La problématique que les grandes sociétés avaient fait, et c'est pour ça que c'est une start-up qui l'a fait, c'est effectivement, quand je m'appelle Google, etc., que j'ai la confiance de mes clients, est-ce que je vais pouvoir donner une recherche qui ne sera pas toujours vraie? Est-ce que je vais pouvoir... Alors, en fait, il y a plein de questions éthiques qui sortent de ça. Une des premières qu'on a rencontrées et qui nous touche plus rapidement, c'était sur la voiture autonome. En fait, si on regarde le problème technique et économique d'une voiture autonome, c'est combien de kilomètres parcourus par un humain par mort. C'est en fait, donc on a à peu près 1 million. Et la question qui est une question pour nous, c'est à partir de quand on considère qu'une machine peut avoir le droit de conduire toute seule sur une autoroute? Est-ce que c'est 2 millions de morts par kilomètre parcouru, 5 millions de morts par kilomètre parcouru? Est-ce qu'il y a un chiffre qu'on peut accepter en toute lucidité en tant qu'être humain pour dire ça, it's good enough? Et donc, en fait, une des questions que posent les progrès de l'intelligence artificielle... Je pense que tu as inversé, parce que si tu veux 5 millions de morts au kilomètre, oui, ça va être un peu chaud. Non, mais 5 millions de kilomètres carrés, pardon. Donc, je vais reprendre mon propos. Combien de morts par million de kilomètres parcourus? Et ça, c'est une question qui est en fait presque insoluble et qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est très difficile pour des acteurs gros de la société de pousser des modèles disruptifs, parce que quelque part, à partir de quand c'est acceptable? Et donc, si on suppose qu'aujourd'hui, l'infirmière dotée de l'IA ChatGPT-4, alors j'ai des gros doutes sur la capacité de ChatGPT-4 à faire des diagnostics médicaux, en tout cas c'est... Tu ne connais pas le sujet. Parce que c'est juste éblouissant et très angoissant pour le corps médical. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne connais pas suffisamment bien le sujet. La question, c'est pourquoi la FDA ne veut pas le certifier? C'est parce que quelque part, la FDA, elle estime le risque. Et le risque, c'est combien d'erreurs de diagnostic par centaines de patients, milliers de patients. Et la société que nous sommes tous, on a du mal en tant qu'être humain à avoir une réponse acceptable. Puisque si on le sait, si je sais que j'ai le Covid, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Si je sais que je suis atteint de... Donc si on sait qu'il y a un risque et qu'on peut le quantifier, à quel moment on accepte, et c'est un problème politique, ça je suis entièrement d'accord que c'est un problème de société et pas un problème technologique, à partir de quand on accepte de passer outre? Alors, il y a deux cas. Il y a le cas du Zimbabwe ou du pays émergent, où là, il n'y a pas de docteur. Donc en fait, être pas soigné, être sûr de mourir, celui-là, il est indiscutable. Pour les sociétés avancées, les sociétés des gens... On est entièrement d'accord. À partir de quand on rend les choses acceptables? Et donc... Le problème ne se pose pas. Je disais, on est challengé. Je ne disais pas qu'on va proposer qu'en tant que docteur, je sois remplacé par le couple IA plus infirmière, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui encore, ce ne sera peut-être pas vrai 1000 ans, mais aujourd'hui encore, moi plus IA, c'est mieux qu'infirmière plus IA. Hein. Bien évidemment qu'on ne va pas remplacer moi par le couple que j'ai dit. Mais, je suis heureux de l'entendre. Non, mais évidemment, il y avait une ambiguïté. Mais il est troublant de voir que nous sommes dépassés si nous n'avons pas GPT-4 face à des acteurs qui n'ont pas fait autant d'années d'études et qui ont une formation plus légère sur le plan clinique. C'était juste un indicateur. Je ne demande pas à la FDA de me remplacer par une infirmière dopée à GPT-5 demain matin, bien sûr. Bon, donc pour moi, c'est quand même un des points importants parce que effectivement, l'illusion d'avoir effectivement quelque chose qui nous ressemble de plus en plus et qui est de plus en plus performant, plus intelligent, plus rapide, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que, et déroutant pour une intelligence artificielle, c'est que le temps de réponse de l'intelligence artificielle est toujours le même, quelle que soit la question posée. Alors ça, c'est quelque chose d'assez étonnant et qui peut nous permettre de nous poser quelques questions. C'est-à-dire, vous posez une question simple à un moteur de recherche type ChatGPT, vous avez la même réponse que si la question est compliquée. Enfin, compliquée ou simple, même temps de réponse. Ça veut dire que dans le process cognitif qu'on ne comprend pas, et effectivement, les publications d'Entropie font qu'un des domaines principaux et sur lesquels on aura besoin de s'apesantir au niveau éthique et de la régulation, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces trucs qu'on ne comprend pas. Et c'est pas sûr qu'on ait des réponses. À partir de quand on peut faire confiance à la machine pour se substituer à nous? Et donc effectivement, en matière de création, c'est un no-brainer. Je voudrais quand même rappeler un des trucs qui était un des paradoxes qu'on appelait paradoxe de Solow en économie, c'est qu'en fait, on ne comprenait pas pourquoi les gens achetaient des machines, investissaient dans l'informatique, on ne voyait pas de gain de productivité. Et
on les voit un peu, mais on ne les voit pas autant qu'on pensait que l'investissement avait été fait. Et une des réponses sur lesquelles l'intelligence artificielle va apporter une réponse majeure et donc apporter des gains de productivité dans l'entreprise, c'est qu'il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils sont derrière Excel, qui ne vont pas taper ligne à ligne une base de données. Et en fait, on se rend compte que dans l'utilisation, qu'on a assimilé un peu trop vite l'utilisation d'un outil informatique avec l'utilisation intelligente d'un outil informatique. Et donc, effectivement, les utilisations bêtes, répétitives de l'informatique vont devenir de plus en plus remplaçables par de l'intelligence artificielle. Et une des révolutions qui est probablement la plus intéressante et qui n'a pas été vraiment bien capturée et qui va faire des gains de productivité, mais que je ne vois pas comme un risque pour les cadres moyens, mais au contraire comme une augmentation, comme tu le disais, hein, toi plus ChatGPT, c'est formidable, ça soigne beaucoup plus de gens plus rapidement. C'est les interfaces. En fait, imaginez que vous avez un produit très complexe, et toute une entreprise, c'est un produit très complexe, ou un logiciel, c'est un produit complexe, un avion, c'est un produit très complexe. Et vous avez une requête à faire où vous devez paramétrer 1000 paramètres pour faire les choses. Et ben, en fait, avec le langage, ou avec la voix, ce qui est du langage écrit, tapé ou de la voix, on peut exprimer et dire quelque chose de très compliqué avec une économie de temps et de mots. Et donc, quand je parle à mes ingénieurs de qu'est-ce que fait ChatGPT pour eux, c'est cette révolution des interfaces qui est très intéressante. Et de cette révolution des interfaces, on pourra tirer beaucoup de gains de productivité. Mais juste pour tirer juste la conclusion de ce qui est dit, c'est le fait que les cadres moyens, pas formidablement intelligents, soient juste capables de se former et d'apprendre à utiliser l'outil. Et il faut voir ChatGPT comme un outil de gain de productivité, en tout cas de mon point de vue, sur un certain nombre de métiers qui sont ChatGPT pour la création et pour l'interface, d'autres intelligences artificielles pour de la prédiction ou pour de la recherche de solutions, de formes de molécules et des choses comme ça. Bah, c'est une gamme d'outils de plus en plus large que je ne vois pas effectivement comme une disruption majeure au sens où ça va offrir pour certains des grands gains de productivité et pour d'autres aucun, d'accord ? Parce que quand vous êtes chez McDo et que vous devez livrer un Big Mac, le fait que vous ayez ChatGPT ou pas, ça ne va pas changer grosso modo votre métier. Et donc quelque part... Si la gamme de robots Optimus et Neo échoue, si la gamme de robots Neo et Optimus, et notamment la gamme Neo qui va être équipée de GPT-5, marche, les choses pourraient à 10-15 ans être différentes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les robots humanoïdes que développe Tesla et toutes ces choses. L'anecdote est assez intéressante. Google avait racheté plein de boîtes de robots. Ils ont vendu. Et vous savez pourquoi ? Et ça fait un peu... En fait, parce que ça faisait trop penser à Terminator. Et donc, la valeur ajoutée de toutes ces marques, c'est la confiance qu'ont les consommateurs en eux. Et donc, c'est effectivement le fait qu'une innovation éroderait la confiance qui a fait renoncer Google à l'attrait technologique de la robotique. Et ils ont revendu 8 boîtes, dont Boston Dynamics, qu'ils ont vendu à Son, le milliardaire japonais. Alors, on parlait de la FDA, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis, donc qui certifie les médicaments et qui les fait rentrer sur le marché. La FDA a approuvé Neuralink cette année. Et donc, corrigez-moi si je me trompe, mais donc avant la fin de l'année, on aura, enfin nous, pas nous, mais aux États-Unis, à autoriser les essais cliniques, c'est différent. les essais cliniques, donc Autoriser un essai clinique et autoriser en phase 4 un produit, c'est pas pareil. Ok, bon, on prend un peu d'avance, mais donc en gros, ce sont des implants cérébraux. Si je me trompe pas, c'est Matrix en gros où Neo on lui met une cartouche de kung-fu et il connaît le kung-fu, pour faire très très résumé. Ouais, on n'est pas encore là. C'est quoi justement ton avis là-dessus sur Neuralink? Et c'est de l'intelligence artificielle et c'est de la santé. À la suite, je vous invite à lire Time de la semaine dernière et la biographie d'Isaacson. Il y a quelques années, Page explique à Elon Musk que de toute façon, l'IA va dépasser le cerveau biologique, c'est que ça n'est pas la peine de se battre. Musk réagit et dit il faut défendre l'homme, il faut défendre le cerveau humain. Et à la suite de cette discussion, il décide de lancer Neuralink, destiné dans un premier temps à traiter des pathologies par voie électronique dans le cerveau, et puis dans un deuxième temps à faire du neuroenhancement. Il a lancé ça en 2017. Il a mis du temps pour avoir l'autorisation de la FDA de faire les essais cliniques en pathologie et notamment dans les interfaces pour les gens tétraplégiques ou qui ont fait des AVC massifs, hein, comme par exemple Bobby, l'ancien directeur de Hell, hein, qui ne pouvait plus s'exprimer parce qu'il avait un locked-in syndrome et il ne pouvait parler qu'avec une seule de ses deux paupières. Donc
où est-ce qu'on en est sur Neuralink? On n'en est pas du tout au neuro-enhancement, qui était l'objectif premier d'Elon Musk et qui est très difficile d'un point de vue technique. On en est à traiter des pathologies, mais il y a des technologies concurrentes. Dans le Parkinson, le professeur Benabid a inventé il y a déjà très longtemps des implants intracérébraux dans la maladie de Parkinson pour améliorer l'état des malades, et ça marche très bien. Il y a des centaines de milliers de Parkinsoniens dans le monde qui ont des électrodes dans le cerveau pour ralentir l'évolution de la maladie de Parkinson. Donc aujourd'hui, Neuralink est à l'autorisation de faire des essais cliniques en pathologie et est très loin de faire du neuro-enhancement, ce qui était l'objectif de Musk, que Musk a d'ailleurs réaffirmé au lendemain de la sortie de GPT-4, puisque 24 heures après la sortie de GPT-4, Musk a dit « ça va trop vite ». Notre cerveau ne pourra pas suivre. Je ne vois qu'une seule solution, virgule, c'est Neuralink. Mais aujourd'hui, Neuralink est très très loin d'être un outil de neuro-enhancement. Il n'est même pas encore un outil médical pour traiter des pathologies ou pour aider les gens malades ou handicapés. C'est un point très important et en fait, il faut faire toujours attention à la vulgarisation parce qu'on rêve de la science-fiction et puis on vit avec les contraintes de la FDA. Et donc, on dit, les gens ne connaissent pas la FDA. Toi et moi, oui. Donc, peut-être 2-3 éléments d'histoire. Hein. En fait, ça fait 40 ans qu'on vit avec des ordinateurs et on s'habitue à leur parler d'une manière de plus en plus... Et c'est nous qui nous habituons, c'est notre cerveau qui s'habitue. On a appris à utiliser les cartes perforées, après on a appris des langages informatiques de plus en plus élaborés pour pouvoir amener des conduites complexes, ce qui a donné les langages de programmation. Et d'une certaine manière, ChatGPT est une des évolutions de ces interfaces. On voit aussi que, en fait, si vous regardez l'ordinateur, après on a fait la souris, pour que ça soit de plus en plus... Et puis après, on a fait le touch, maintenant on a fait la voix, et donc maintenant on est dans la reconnaissance du langage naturel, et on voit bien que, en fait, de plus en plus, la frontière entre l'homme et la machine, c'est la machine qui de plus en plus compense l'homme, alors qu'avant c'était l'homme qui compensait les faiblesses de la machine, et que ça... ce parcours sur les interfaces ne va jamais cesser d'arriver. Hein. L'iPhone, c'était d'abord une nouvelle forme d'interface. Nous, on travaille sur nos miroirs intelligents pour détecter l'intention, pour utiliser la reconnaissance de gestes, la voix. Et un des points importants, c'est surtout que c'est très multimodal. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez pouvoir ne pas être bloqué par une machine, il faut absolument que vous ayez plusieurs manières de lui parler. Et donc ça veut dire que Neuralink ou toutes ces choses-là, toutes les manières, ne sera qu'une des modalités parmi d'autres si on parle dans le futur. Après, il y a une autre chose qui est importante et qu'on oublie beaucoup, c'est que le monde de l'informatique, le monde est drivé essentiellement par l'industrie du smartphone. Donc ils ont un cycle de vie de 18 mois, les semi-conducteurs ont un cycle de vie de 18 mois, l'être humain, pour qu'il soit à peu près formé, c'est 20 ans, enfin 18-20 ans, et donc quelque part le biologique c'est très lent, l'informatique c'est très rapide, et on ne parle même pas de l'interface, de la rapidité de l'interface, où effectivement on est aussi parfois plus lent, mais c'est surtout que les cycles d'innovation de l'informatique d'un côté et de l'être humain, de la biologie de l'autre, qui peuvent être des centaines de milliers d'années si on parle d'évolution, sont totalement désynchronisés. Donc toute personne, et on a eu le cas, moi j'ai une boîte qui s'appelle Barracoda, parce qu'au départ on faisait des lecteurs de code barre et des lecteurs RFID, et on a eu des gens qui ont voulu nous mettre des tags pour avoir, c'est ce qui se passe dans l'armée américaine, maintenant vous avez votre bulletin de santé, toutes les informations sur vous dans un tag RFID. On voit bien que l'hybridation entre l'électronique et l'humain, c'est un rêve qui est probablement pas optimal, et que ce chemin que la machine va de plus en plus s'adapter à l'homme sans invasivité, dans les cas qui ne sont pas des cas cliniques, est plutôt le chemin qui va dominer, enfin en tout cas c'est ma prédiction s'il faut en faire, plutôt que d'arriver vers des interfaces de plus en plus invasives, où on sait que ne serait-ce que les cycles de validation sont extrêmement lents. Et donc quelque part, c'est vrai qu'on est dans cette tendance-là avec ce qui est en train d'arriver. On a commencé cette journée ce matin avec une de tes citations. Je ne sais pas si tu la confirmes, mais c'est ce que tu disais il y a quelques mois. Tu disais, tous les dirigeants, tous les chefs d'entreprise qui ne sont pas sur GPT-4, GPT-4 en 2023 n'existeront plus en 2024. Est-ce que tu maintiens cette citation? Oui. Pardon. Oui, je maintiens que les chefs d'entreprise qui louent l'IA générative vont avoir beaucoup de soucis.
Je n'ai pas dit qu'ils allaient mourir en 2024. J'ai dit qu'ils ils vont décliner et ils vont voir leur modèle d'affaires concurrencé par des gens qui sauront utiliser l'IA générative. Et je ne crois pas au modèle du chef d'entreprise qui ne connaît rien à ces sujets-là et qui demande à ses collaborateurs. Je n'y crois pas. D'ailleurs, ça m'irrite beaucoup. Les 6 derniers philosophes, que je ne citerai pas par pudeur, avec qui j'ai débattu à la radio et à la télé de ChatGPT, n'avaient, comme je le racontais à quelqu'un tout à l'heure, aucun n'avait jamais utilisé ChatGPT. Et donc, il racontait des tissus de conneries sur ChatGPT et l'IA générative sans jamais avoir essayé ni GPT-4 ni ChatGPT 3.5. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, il est important pour les politiques, pour les gens de la société civile, pour chaque citoyen de s'imprégner de ces technologies parce que la recherche de complémentarité entre l'IA générative, qui à mon avis va représenter une très 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 large partie des IA dans le futur, va quasiment éclipser les IA symboliques comme Siri et va prendre le lead sur la totalité des réseaux de neurones. En tout cas, c'est mon analyse aujourd'hui. Les gens doivent s'imprégner de ces technologies-là, comprendre la rapidité des cycles qui sont en jeu. Et c'est fondamental pour emmener tout le monde dans le TGV et pour éviter effectivement une gilet jaunisation des gens qui ne suivront pas, qui vont être noyés. Je vois en ce moment beaucoup de gens, y compris des cadres supérieurs qui ont peur, qui se sentent dépassés. Quand vous maîtrisez très mal l'anglais et que, au lieu de vous demander une note, votre patron fait directement faire à GPT-4 la note qui va être dans un anglais parfait, il y a des gens qui ont une angoisse de performance, qui ont peur de perdre leur job, etc. Donc je pense qu'il est important, pour des raisons de ressources humaines, pour des raisons économiques et stratégiques, de monter dans le bateau aujourd'hui. Oui, et je conseille à tout le monde aujourd'hui de ne pas rater le coche, parce qu'il est encore possible aujourd'hui, de mon point de vue, de monter dans le train. Je pense que ce sera plus difficile dans le futur. Alors tout le monde pourra appuyer sur le bouton GPT-5 ou GPT-6, bien sûr, mais ce n'est pas le sujet. De trouver des zones de complémentarité avec ces outils nécessite de les comprendre bien, de les comprendre à fond, et donc de rentrer dans la dynamique assez tôt. Oui. Sur ce point-là, je pense qu'il n'y a aucun chef d'entreprise qui va ignorer son environnement. ChatGPT fait partie de l'environnement. Pensez que c'est... Et donc quelque part... mais encore une fois, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que ChatGPT va bouffer tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que véritablement, et on le voit dans ma vie au quotidien, parfois c'est un marteau, c'est une arme nucléaire pour tuer une mouche, quoi. Donc quelque part, il y a un rapport entre le coût de développer, alors il faut être plus précis. Il y a le coût d'entraîner les modèles fondamentaux, fondationnels, c'est-à-dire que c'est ces milliards d'euros qu'ont dépensé Google, etc., ou OpenAI, etc. Ça, c'est un coût fixe très élevé et il y a une sorte de guerre pour aller vers de plus en plus de paramètres et on se rend compte que même si il y a une sorte d'asymptote qui est en train d'être arrivée, mais qui grosso modo sont quand même des coûts machines extrêmement élevés. Et là, c'est clair que c'est un jeu de très gros et se dire qu'il faut créer dans chacun des pays, etc., un ChatGPT ou équivalent. Ça n'arrivera pas. Non, mais c'est juste pour bien préciser. Inversement, un des trucs intéressants, c'est un des éléments de l'intelligence artificielle qui n'est pas du ChatGPT, c'est ce qu'on appelle le transfer learning. C'est-à-dire quelque part, si vous avez déjà entraîné quelqu'un à avoir une intelligence, transférer cette intelligence, et c'est le prof avec l'élève, il y a une étude de Stanford qui est sortie, c'est $600 de répliquer à 95% de performance ce que ChatGPT 4 peut faire. C'est-à-dire quelque part, il faut voir que, effectivement, et ça c'est important de le savoir, la diffusion, et c'est un des mensonges les plus cachés en fait, d'OpenAI, c'est qu'il y a un gros coût fixe au départ, et il n'y a quasiment pas de coût marginal pour la reproduction de tel modèle. C'est clair. Et donc ça veut dire qu'effectivement, la vitesse de dissémination et les barrières à l'entrée de ces modèles sont faibles. Alors où est-ce qu'elles sont les barrières? Il faut probablement les identifier. Les premières barrières, c'est effectivement l'accès pour créer des modèles fondationnels à la puissance de calcul. Ça, on sait la trouver, il faut assez de capital et il ne faut pas le répliquer trop souvent parce que c'est des coûts fixes majeurs et on peut parler du coût environnemental. Deuxième barrière à l'entrée, les algorithmes. Alors là, ça c'est formidable et il n'y a pas eu beaucoup de révolutions qui ont autant été drivées par l'open source. La communauté scientifique, aujourd'hui, pour des raisons à la fois de responsabilité et de philosophie,
a décidé majoritairement d'open sourcer ces modèles. Et donc ça, c'est d'ailleurs parce que essentiellement, comme le premier avait privatisé ces modèles, tout le monde s'est dit que pour le rattraper, il fallait l'open source. Il y a eu des raisons. Mais ça, c'est assez exceptionnel. Ça veut dire que si vous avez accès au capital, vous pouvez entraîner les modèles. Et après, il y a le troisième point, et sur lequel, en fait, il ne faut pas se tromper, c'est les données. Et là, en fait, ce qu'on est en train d'observer, et c'est pour ça qu'il faut à la fois réagir, mais il faut être sur la bonne bataille, c'est que ces données, les gens se rendent compte qu'elles étaient, c'est ce qu'on vient de voir avec les auteurs de Game of Thrones ou de Wikipédia, elles ont été pillées, au sens exploité, gratuitement, pour entraîner des intelligences artificielles, avec aujourd'hui un système de protection qui ne les protège pas bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la barrière à l'entrée de l'intelligence artificielle générative, ça va être les données. Et donc là, ce qu'on est en train d'observer dans le monde qui nous entoure, c'est la fermeture, parce que quelque part, tout le monde se rend compte qu'effectivement, c'est un risque de diffuser ses connaissances, etc. Les entreprises, les sachants, sont en train de fermer les entrepôts de données, ou en tout cas de créer un système de droit derrière les entrepôts de données. Et donc, quelque part, de cette effervescence qui ressemble à la révolution d'Internet, pour ceux qui l'ont connu, au moment où on était connectés, c'était formidable, on avait accès, dès qu'on avait Internet, à une bibliothèque infinie qui nous faisait penser qu'il n'y aurait plus de libraires, qu'il y aurait plus de livres et probablement qu'une grosse partie de la société allait disparaître. C'était les prédictions de l'Internet des années 80, fin des années 90. Et ben, cet accès à cette donnée, c'est la vraie bataille. Et il n'y a pas besoin de comprendre ChatGPT pour comprendre. Il faut comprendre juste que organiser cette donnée, la rendre accessible et l'enjeu de demain, les chefs d'entreprise doivent en avoir conscience. On leur avait déjà prévu que la data était au cœur de leur métier, c'est ce qu'on leur avait expliqué depuis 10 ans grâce à Excelsior et d'autres sociétés qui sensibilisaient les gens. Mais cette donnée va jouer un rôle extraordinairement important dans la reproductibilité et le côté scalable des modèles. Et là, on va dire the jury is still out. Qu'est-ce qui va se passer? Comment la régulation va être en retard ou pas pour faire ça. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de ChatGPT pour comprendre. Et donc moi, je pense que tout le reste, on va pouvoir l'acheter facilement. La donnée, la bonne organisation de la donnée et après le bon entraînement et les bonnes données d'entraînement, c'est là où tout l'enjeu est. Et il n'y a pas besoin de très très technique pour le comprendre. Et même un cadre de moyen, on va dire, pourrait comprendre très vite l'enjeu. Alors, par rapport à cette question des barrières à l'entrée, moi je crois qu'on va vers un oligopole assez fermé. Parce que avoir de la donnée va être compliqué. On peut contourner un peu puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait on peut former une IA générative à partir de données générées par l'IA générative. C'est-à-dire qu'en réalité on n'a pas forcément définitivement besoin de cerveau humain pour produire des datasets pour former les IA génératives du futur. En tout cas, on peut imaginer des formes mixtes, avec un peu de data humaine et puis pas mal de data générées par les IA génératives, voire d'autres formes d'IA dans le futur. On va avoir des barrières à l'entrée parce qu'il n'y aura pas de place pour de l'intelligence avariée. L'intelligence est tellement importante dans une économie de la connaissance. L'intelligence est tellement importante dans l'entreprise du futur et tout le monde va avoir beaucoup d'intelligence dans les entreprises. Les gens vont vouloir la meilleure intelligence possible. Et donc, aucun chef d'entreprise va dire, alors attendez, l'intelligence d'Anthropic, elle est chère. Hein. L'intelligence Gemini, elle est chère. Hein. L'intelligence ChatGPT 14, elle est chère. Moi, je vais prendre de la sous-intelligence. Donc, je vais, dans ma société, mettre de l'intelligence très moyenne. De l'intelligence chimpanzé, elle n'est pas chère du tout, et je vais faire tourner ma boîte avec de l'intelligence chimpanzé pendant que mes concurrents vont utiliser Claude 14 d'Anthropic, Gemini 8 de Google, etc. Je n'y crois pas à ce schéma. Donc je pense qu'on va avoir, il y a des coûts cachés dans la génération des modèles, à mon avis, qui sont très importants, pour éviter en médecine de tuer des malades, pour éviter d'avoir trop d'hallucinations. Il va falloir un fine-tuning incroyable. Il va falloir sonder les réseaux de neurones comme Anthropic commence à le faire et ça va coûter très cher. Il va falloir des grands spécialistes de la cognitique et des neurosciences comme Demis Hassabis, le patron de Google IA, lui qui a fusionné à la demande de Larry Page et du patron, du directeur général, Google Brain et puis AlphaGo, DeepMind. Donc je pense qu'il va y avoir des barrières très importantes, qu'on sous-estime les barrières et puis on va surtout avoir une barrière humaine. Même si on a de l'open source, pour faire vivre ces outils, il faut des cadors. Et on a
au moins pour plusieurs années, on a une pénurie mondiale des gens qui maîtrisent très très bien les modèles d'IA générative. Des petits génies comme mon neveu Arthur Mensch, le créateur et président de Mistral, il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas un dans chaque département. Et donc on va avoir une pénurie des gens capables de construire ces architectures. Donc moi je suis convaincu, j'ai peut-être tort, hein, je suis convaincu que la dynamique open source, qui est poussée assez largement par Facebook, même si Facebook Meta est ambivalent sur l'open source et qu'il y a un débat chez Meta pour savoir jusqu'où il faut ne pas pousser trop loin le bouchon de l'open source. Donc malgré le développement de l'open source, je suis persuadé qu'il va y avoir des barrières, il y a des barrières cachées et qu'on va vers un oligopole d'IA avec uniquement des IA transversales, non verticales, non sectorielles et des IA de première compétition. Et ma conviction, même si je suis un bien moins bon spécialiste de l'IA que Thomas, ma conviction, c'est que les IA horizontales, et les papiers que j'ai vus sur le sujet me confortent dans cette idée, seront structurellement supérieurs aux IA sectorielles, aux IA verticales, aux franchises verticales. Les meilleures IA génératives sont des IA qui traitent toutes les langues du monde, y compris le code, y compris les patois, et qui traitent toutes les données. Il y a d'ailleurs des tests qui ont été faits et qui montrent que les IA verticales sont moins bonnes que les IA entraînées sur des données très holistiques, très horizontales. Tout ça me laisse penser qu'on va vers un oligopole, ce qui va rendre d'ailleurs le problème de la régulation passionnant et très complexe. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais tu as le droit. Oui, bien sûr. En fait, nous, ce qu'on observe, c'est que la plupart des problèmes d'IA sont des problèmes simples. Hein. Donc, avoir un gros cerveau pour résoudre des problèmes compliqués, comme par exemple, on avait des gros simulateurs pour simuler la fusion thermonucléaire ou la météo, il y a des problèmes très compliqués qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul. Mais si on regarde quelque chose qui va vous reconnaître et ouvrir la porte, ou ce qu'on voit dans nos miroirs avec des petits modèles qui vont juste comprendre le langage humain pour ouvrir et comprendre des langages simples, on va dire l'IA d'un chimpanzé, si on voulait prendre. Eh ben, en fait, ça, on va préférer probablement, en tout cas nous, c'est ce qu'on observe chez nos clients, faire en sorte que, que ce soit de l'IA locale, c'est-à-dire quelque part que ce soit de l'IA qui tourne d'une manière embarquée sur un appareil autonome, de façon à ce que des informations qui ne seraient pas nécessairement souhaitables de remonter vers un cloud généralisé, par exemple, qui rentre dans ma salle de bain ou qui en sort, etc. On voit bien qu'il y aura une multitude de petits automates, plus ou moins intelligents. Et c'est ce qu'on observe aussi sur les semi-conducteurs. On met en avant le 2 nanomètres que Apple peut mettre dans le A17, etc. Mais l'essentiel des semi-conducteurs sont des choses qui permettent d'allumer intelligemment des lampes ou des choses comme ça. Donc il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura coexistence de plein de petites IA sur plein de petites choses. On appelle ça IA automate. Enfin, le problème, c'est si on va vers... Non. Je prends aujourd'hui un exemple concret qu'on a développé. On a mis du Whisper qui tourne en embarqué sur une tablette. Whisper, c'est l'outil qui est aujourd'hui open source et qui permet de parler comme vous et de faire du text-to-speech et du speech-to-text. C'est un truc que vous pourrez trouver. Bon, on arrive à le faire fonctionner sur un petit processeur de tablette ou de téléphone, en étant sûr que le modèle entraîné ne fasse pas plus de quelques mégaoctets, quelques gigaoctets, et puisse tourner sur une machine. Ça va être une demande des citoyens, ça va être une demande, probablement un impératif. Et donc je pense qu'il y aura à la fois des méta-intelligences, comme on a des grands calculateurs, et il y aura plein de petites IA, et c'est des IA au sens où c'est des réseaux de neurones. Alors après, toute la question est de savoir à quel niveau on considère que l'IA est assez IA pour être intelligente ou artificielle. Mais grosso modo, on voit qu'il y a de la coexistence aujourd'hui, et on voit que cette volonté qu'on appelle Edge AI, hein, de faire tourner de l'IA au bord du réseau et non pas dans un cloud centralisé, et probablement ce que les citoyens, je ne parle même pas des consommateurs, ce que les citoyens sont en droit de demander pour toute une série de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vers une oligopole. Je pense que mécaniquement, on va aller vers des oligopoles. Après, sur la partie verticale, qui est un autre aspect, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Je pense que le jury est encore... le rapport qualité-prix, en fait, c'est une question tout simplement de combien ça coûte par rapport à ce que ça rapporte comme bénéfice. Tout dépend de la manière dont on arrive à fournir des réponses. Et donc c'est très difficile. Enfin, souvent on est dans le rêve que aujourd'hui je ne crois pas possible dans un délai
prédictible de l'IA générale, auquel cas, effectivement, si ce truc-là arrive, c'est formidable. Mais si on est dans de l'IA verticale, c'est juste une rapport. Non, non, je sais, j'ai bien compris. Non, mais l'IA transversale, grosso modo, tout dépend de la nature du problème à résoudre. Et on a toujours tendance, à cause de cette poussée par, on va dire, l'ambiance actuelle, à prendre des outils surdimensionnés. Moi, j'ai cette anecdote qui est toujours assez amusante. C'est la SNCF voulait prédire le retard de ses trains. A embauché 2 data scientists, PhD, machin, pendant 2 mois, pour se rendre compte que le meilleur prédicteur, après avoir fait tous les calculs mathématiques, c'était la moyenne des 4 lundis. C'est-à-dire, en fait, ce que le chef de gare depuis 100 ans prédisait extrêmement bien. Donc, en fait, rechercher la meilleure solution et ce que font les informaticiens, la solution la plus efficace, n'est pas toujours la solution la plus compliquée, n'est pas toujours la solution la plus chère. Et donc, il faut faire un petit peu attention. Il y a des cas où ça sera le cas, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mais il y a plein de problèmes simples qui pourront être gérés. L'interconnexion de ces IA entre elles, l'orchestration de ces IA, est probablement un des domaines qui va être très actif dans le futur. Merci beaucoup Thomas. Je vois qu'il nous reste que 3 minutes. L'heure est passée vraiment très vite et il y a pas mal d'internautes qui nous demandent, notamment Ashley. Donc, est-ce que l'IA va-t-elle nous rendre obsolètes? C'était le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Je vous laisse conclure en 1 minute, 1 minute 30 si vous pouvez. Merci. Je pense que si nous ne faisons pas très attention et si on ne se remue pas tout de suite, je pense qu'il y a des gens qui vont souffrir à cause des IA génératives dans les années qui viennent. Et donc je pense que les DRH, les entrepreneurs, l'administration, les ministres, les directeurs d'administration centrale, l'éducation nationale doivent se saisir de ce sujet. Dans les domaines que je connais bien, à l'horizon de la fin de la décennie, même si le futur est très difficile à prédire, je vois beaucoup de domaines où nous allons être challengés fortement par les IA génératives, même si l'AGI n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui sont persuadés que la superintelligence artificielle, comme Sam Altman l'a prédit récemment, ni l'AGI sont au coin de la rue. Je pense que pour créer une révolution sociale, une transformation sociale radicale, une IA qui n'est pas une AGI est tout à fait suffisante. On peut modifier profondément l'organisation des entreprises, même si on n'a pas l'AGI dans 1000 à 2000 jours, ce qui est le consensus actuel d'une bonne partie des spécialistes de l'IA, y compris Yann Lequin, puisque au départ, Yann Lequin ne croyait pas tellement au potentiel des IA génératives. Aujourd'hui, il y croit. Il a même réaffirmé sa conviction intime que l'AGI va dépasser le cerveau humain. Mais ce qui le différencie des autres, et notamment de Hinton, c'est que lui pense qu'on va vers un nouveau siècle des Lumières et vers une nouvelle renaissance, et pas du tout vers la fin du monde, ce qui a été susurré dans le fameux statement de cet été. Vous savez, la déclaration de 26 mots signée par Bill Gates, le patron de ChatGPT. Pour limiter le risque d'extinction de l'humanité par l'IA, il est nécessaire d'en faire une priorité mondiale, etc., etc. Donc, aujourd'hui, il y a un consensus à 80% des experts pour penser qu'on aura de l'AGI dans pas beaucoup d'années, mais même sans arriver à l'AGI, et je le répète, je ne suis pas persuadé qu'on va vers l'AGI d'ici 2030, on va avoir des bouleversements importants et il faut y penser pour des raisons sociales. Je pense qu'il est important que les élites de l'intelligence artificielle ne soient pas en déni des difficultés de certains groupes, de certains métiers, de certaines catégories de travailleurs. Il ne faut pas être dans le déni de ces difficultés-là. Il y a quelque chose qui me fait très peur et qui est bien connu en psychologie, c'est la ségrégation cognitive. On imagine que les gens ont des capacités cognitives proches des siennes. C'est-à-dire, statistiquement, les gens qui ont telle caractéristique cognitive imaginent que tout le monde est dans un petit tunnel autour de l'endroit où ils sont. Et ça conduit les élites intellectuelles, et je le remarque beaucoup parmi les spécialistes, les très bons spécialistes de l'IA, et j'en connais pas mal, ça conduit les gens à sous-estimer les difficultés d'adaptation que des gens moins innovants, moins favorisés,
vont avoir dans les années qui viennent. Donc moi je dis faisons attention sur le plan social, ne sous-estimons pas la difficulté que les gens ont. C'est pour ça qu'il faut, c'est l'un de mes chevaux de bataille dans mes livres depuis longtemps, il faut se mettre à bosser tout de suite, parce qu'il faut vraiment tout faire pour qu'Harari n'ait pas raison dans ces fameuses déclarations des dieux et des inutiles. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de marginaliser une part significative de la population dans les années qui viennent. S'il n'y a pas de plafond de verre, si l'IA générative ne s'arrête pas brutalement, si elle continue à progresser, il va y avoir des vrais problèmes sociaux et il faut y réfléchir tout de suite. Et je considère que nous sommes irresponsables de ne pas travailler sur les conséquences sociales et éducatives de l'IA générative que je vois galoper plus vite que Thomas, même si sur le fond et sur les mécanismes qu'il décrit, je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, moi, je suis effectivement aussi optimiste. Moi, je dirais que l'IA ne nous rend pas du tout obsolète, mais est une immense opportunité pour le genre humain. La meilleure utilisation aujourd'hui qu'on pourrait donner de l'IA, et c'est qu'aujourd'hui, l'IA générative est extraordinaire comme répétiteur et coach. Et si on veut donner une chose qui va être nécessaire pour qu'on s'adapte à l'IA, c'est l'enseignement, l'adaptation de la formation. Et on pourrait imaginer que seule l'IA va nous permettre d'avoir à chacun un précepteur adapté, personnalisé. Et ça, c'est pas difficile. C'est déjà de la technologie qui existe. Et donc, quelque part, quelle que soit la distance des personnes à l'accès à l'information, on a vu, par exemple, ce que Khan Academy a fait pour la diffusion des connaissances sur YouTube. J'ai participé à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les outils qui sont mis à disposition du public, qui sont finalement avec des faibles barrières à l'entrée, vont nous permettre de ne pas être obsolètes. Et donc, en fait, l'IA est un outil, de mon point de vue, qui va nous permettre de ne pas être obsolète. Très bien. Alors l'heure est passée, mais c'est bon, sur LinkedIn, on peut prolonger. Donc déjà, je tenais à vous remercier, on peut les applaudir très fort. Je vous invite à lire La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT et bien sûr, Soignons les gens en bonne santé de Thomas Serval. Est-ce qu'on a le temps quand même pour prendre une ou deux questions de la salle? On peut prolonger. Sur LinkedIn aussi? Super. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors, en moins de 7 minutes, la question et la réponse. Vas-y. Pour rebondir à la fois sur ce que vous disiez sur l'enseignement et à la fois sur le fait qu'une infirmière avec GPT-4 pouvait vous challenger, est-ce que vous pensez que ce serait une façon de résoudre le problème du secteur médical en France actuellement, peut-être en réduisant la durée d'études nécessaire pour certains cas simples et du coup réserver le temps des spécialistes pour les vrais cas compliqués et finalement accélérer les prises en charge, notamment sur tout ce qui est spécialité, où des fois ça peut aller de 2, 3, 4, 5, 6 mois. Je pense que le corps médical va être coupé en deux morceaux. Des ingénieurs médicaux, bac plus 10 et plus, et puis comme il y avait du temps de M. Bovary, M. Bovary était officier de santé, un corps médical avec une formation plus courte, ce qui posera d'ailleurs le problème de la limite entre les infirmières et cette deuxième catégorie de médecins. Et je trouve complètement ridicule qu'on veuille faire passer les études des médecins généralistes à 10 ans en France. Je trouve que ce n'est pas intelligent. Il vaudrait mieux des études plus courtes et avoir des formations continues longues toutes les décennies, parce qu'aujourd'hui, former un médecin généraliste en 10 ans avec un savoir qui va être obsolète assez rapidement, ça n'a pas beaucoup de sens. Juste un dernier point, je suis d'accord avec Thomas qu'on peut, grâce à l'IA, avoir un super coach, je l'ai écrit dans mon bouquin Aristote pour tous les enfants, mais là encore, n'oublions jamais que notre capacité à nous former et à apprendre des choses nouvelles, elle n'est pas égale. Je connais plein de normaliens de la rue d'Ulm, ils apprennent un rapport de 300 pages en 2 heures. Même quand il y a des équations partout. Je connais plein de normaliens, quand on leur explique quelque chose, avant qu'on ait fini la phrase, ils ont compris, même si c'est quelque chose de nouveau. Puis il y a des gens qui ont plus de mal à apprendre. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à lire et à retenir.
N'oubliez jamais que 30% des jeunes Français, 35% des jeunes Italiens quittent l'école à 16 ans sans savoir lire un texte simple de 5 lignes et le résumer. C'est-à-dire un tiers des gamins en France et en Italie sont incapables de lire et de résumer un texte super simple. Je ne parle pas de la cosmopolitique de Kant. Donc oui, ça peut nous aider, mais il y a beaucoup de gens qui ont énormément de mal à apprendre. Donc j'ai peur, moi personnellement, que Aristote, dans ChatGPT 6, aide davantage les enfants de la haute bourgeoisie intellectuelle que les enfants qui ont plus de difficultés. Moi, je ne suis pas si optimiste que ça. J'ai peur qu'il y ait, dans certains cas, une augmentation des inégalités. Moi, c'est une de mes grandes craintes, parce que, je le répète, je sais que les normaliens apprennent à la vitesse de la lumière, mais tout le monde n'a pas fait Ulm et tout le monde n'a pas les capacités de mémorisation et d'analyse d'un normalien de la rue d'Ulm. Juste peut-être pour remplir, justement, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que on n'a plus de problème de temps, parce qu'effectivement, dans l'apprentissage, c'est le temps qu'on peut donner à un normalien ou quelqu'un qui est plus éloigné de l'enseignement. Une fois que vous avez un automate, vous avez votre iPhone qui fait, ou votre téléphone, parce que même les gens qui ont du mal à apprendre, ils ont un téléphone. Et ils ont un téléphone et ils jouent aux jeux vidéo. Et nous, on voit bien, le serious game, il y a plein de progrès de la science cognitive qui fait que ces gens-là ont tout à fait la capacité, on le voit nous avec tout ce qui est serious game aujourd'hui, d'apprendre et d'acquérir des compétences. Le fait que ça prenne plus de temps n'est plus un problème dans la logique de l'intelligence artificielle, puisque ce n'est plus du temps humain qui est une ressource rare, notamment du temps humain formé, mais un temps qui peut être de répéter beaucoup plus longtemps. Et quelque part, le fait qu'on ne sache plus lire n'est plus un problème, puisqu'on peut reconnaître le langage. Et donc, en fait, toutes ces barrières cognitives qui éloignaient la personne qui ne savait ni lire ni écrire du savoir, on ne va pas réparer des dommages neurologiques ou des incapacités physiques, mais la part de la population qui pourrait être formée avec des interfaces qui vont être adaptées pour leurs besoins pendant le temps qu'il sera nécessaire pour leur acquisition de compétences devient possible avec l'intelligence artificielle. Donc il y a deux lectures de ce que tu viens de dire, je trouve. Oui. Alors les études, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je les ai beaucoup étudiées pour mes 3 précédents bouquins, ne m'ont pas rendu optimiste sur cette idée qu'on pouvait aider les gens à apprendre plus vite, facilement. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté de beaucoup de gens à apprendre. Et ce n'est pas parce qu'ils auront ChatGPT 5 qu'ils vont nécessairement apprendre plus vite. Là, il ne faut pas se bercer d'illusions. Nos différences dans notre capacité à lire un manuel, à le comprendre, sont importantes. Alors bien sûr, on peut dire, on se fout du temps, donc les gens vont mettre 10 ans à apprendre ce que Thomas Serval apprend en 10 secondes. Oui, sauf que la technologie galopant si vite, si les gens mettent 10 ans pour apprendre, ils vont être dépassés par l'évolution technologique. Donc ne soyons pas, par bienveillance et par gentillesse, ne soyons pas naïfs. Dans un monde où la technologie galope, il faut apprendre vite. On ne peut pas, et puis à l'intérieur même de l'entreprise, s'il faut des mois pour former les gens à une tâche que la génération suivante de Gemini va faire très vite, il va y avoir un problème organisationnel dans des entreprises et qui va se résoudre pas à l'avantage du salarié. Donc ne soyons pas par bienveillance trop naïfs sur ces sujets-là, parce que nous ne rendons pas service aux gens qui apprennent moins vite et qui vont avoir des difficultés. Il faut qu'on réfléchisse vraiment à l'amélioration des technologies éducatives et on n'a pas suffisamment investi dans ces sujets. Comme je le dis souvent, pour arriver à ce que 55% ou 50-55% des femmes qui ont un cancer du sein aient une rémission longue, il a fallu dépenser des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards en recherche. En recherche, en pédagogie, on n'investit presque rien. Donc il ne faut pas croire qu'avec notre bite et notre couteau et 3 sous, on va faire en matière d'éducation ce qu'on a fait avec des milliards et des milliards et des milliards et beaucoup de savants et beaucoup de temps en matière de technologie médicale. Comme on a parlé de Thomas Serval en 10 secondes, je vais juste donner... il y a un domaine que je connais, c'est l'apprentissage des bonnes habitudes. Donc là, on est sur... puisque ça touche à la santé,
on voit que, et là, c'est pas d'intelligence artificielle, hein, c'est de la gamification, c'est du jeu vidéo, c'est de la science du comportement. On peut, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les serious games et toute une série de nouvelles technologies qui sont issues du marketing du clic, il faut voir que parfois, on développe des technologies comme le nucléaire pour de mauvaises choses, et puis tout d'un coup, on en trouve des effets bénéfiques. Et ben, effectivement, on n'a pas beaucoup investi en pédagogie, mais on a surinvesti sur comment on crée des jeux addictifs, comment on crée des publicités sur lesquelles on clique. On a tellement surinvesti qu'on arrive effectivement à nous transformer presque en machine. Et quel que soit le niveau d'intelligence des différentes personnes. Donc aujourd'hui, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'un enfant, à partir de 18 mois, arrive à interagir avec une tablette, quel que soit son niveau social. À partir de 3 ans, il rêve que d'une chose, c'est de piquer les téléphones de ses parents, etc. Et donc, quelque part, ces écrans qui sont omniprésents, quel que soit le niveau social, et on le voit dans les pays émergents, etc., les téléphones sont aujourd'hui le vecteur de communication qui leur fait rattraper énormément de retard par rapport aux pays les plus intelligents, les plus avancés. Moi, je suis très optimiste, et là, on le voit sur les brosses à dents avec les enfants de 6 ans, en transformant ma brosse à dents connectée avec des enfants qui jouent à un jeu vidéo. On arrive à augmenter de 60% le temps de brossage. Au bout de 6 mois, on enlève le jeu, l'habitude est acquise, et en matière de santé publique, on y arrive. Donc, oui, il y a des tâches qui ne sont pas viables dans le cadre d'une entreprise, mais là, je pense que l'éducation, je la voyais vraiment pour la partie prise de bonnes habitudes, hygiène, qui sont les meilleures manières de régler les problématiques de santé, parce qu'il vaut mieux que les gens ne soient pas malades avant d'arriver dans un hôpital. Et donc, quelque part, on peut voir la version obsolescence et guerre de l'éducation, mais moi, je pense vraiment, et c'est pas de chance que mon contradicteur ne soit plus là, je pense vraiment que l'AI, et notamment l'AI générative, va avoir un effet démultiplicateur sur justement la capacité de mettre des produits éducatifs adaptés sur des populations qui, justement parce qu'ils n'avaient pas accès à la lecture, c'est un bon exemple, ne pouvaient rien faire. Or, vous voyez que les enfants à 3 ans, ils utilisent des tablettes, ils ne savent toujours pas lire, ils y arrivent très bien. Et donc, quelque part, on peut répliquer cette vision à beaucoup d'autres applications. Il y a de l'investissement à faire, mais la technologie se rapproche de l'humain. Étant donné que ChatGPT ne peut pas encore prendre le train à notre place, Laurent Alexandre a dû filer, malheureusement. Mais en tout cas, Thomas, merci beaucoup. On peut l'applaudir encore. Thomas Serval. Soignons les gens en bonne santé. Et est-ce qu'on peut offrir une brosse à dents connectée pour quelqu'un du public ou pas? Ah oui. Eh bien, on l'enverra. Qui veut une brosse à dents connectée dans la salle? Dernière génération. Eh ben voilà, on sait qui les offre. Merci beaucoup en tout cas. Très bonne fin de journée. Merci.